Spirit de Théophile Gautier. Spirit est un roman de Théophile Gautier qui a été publié du 17 novembre au 6 décembre 1865 dans le Moniteur universel. Passons d'abord à la présentation des personnages avant d'aborder les aspects thématiques de l'œuvre de Gautier. Guy de Maliver. Lui, il portait un élégant ensemble, composé d'un saute-en-barque en velours noir, orné de soutaches de soie assorties, d'une chemise en foulard, d'un pantalon en flanelle rouge à pied, ainsi que de larges pantoufles marocaines dans lesquelles son pied fin et nerveux se mouvait avec grâce. Cette tenue, à la fois confortable et raffinée, libérait totalement son corps de toute contrainte. Après un dîner chez lui, simple mais délicatement préparé, accompagné de quelques verres d'un grand Bordeaux revenu des Indes, Guy de Maliver savourait une profonde sensation de bien-être physique, née de l'harmonie parfaite de ses sensations. Après avoir lu quelques vers, il avait laissé le livre ouvert, puis s'est adossé au moelleux capitonnage d'un fauteuil recouvert de gris pur, goûtant avec délice à cette pause offerte à son esprit. Il lit de la poésie. Plus loin, il est dit: les mères de jeunes filles à marier se montraient particulièrement attentionnées envers lui, car il disposait d'une rente annuelle de 40 000 francs provenant de ses terres et devait hériter d'un oncle très riche, déjà plusieurs fois millionnaire, malgré sa santé déclinante. Il jouit aussi d'une certaine renommée. Il est d'ailleurs reconnu comme un excellent lecteur et un écrivain de qualité. Que deviendra-t-il si la vérité s'échappe ainsi de sa plume sans qu'il en ait conscience? Heureusement, il avait pris soin de relire sa lettre, n'étant jamais totalement sûr de son orthographe en fin de journée. Maliver est un personnage emblématique de ce roman, mais tragique pourtant. À la fin, il est dit que Maliver mourant, dont le visage, loin d'exprimer les angoisses de l'agonie, rayonnait au contraire d'une joie céleste, une figure d'une éclatante blancheur et d'une merveilleuse beauté qui devait être la Panagia, et qui posait sur la blessure du voyageur, comme pour lui ôter la souffrance, une main de lumière. Les bandits, effrayés de l'apparition, s'étaient enfuis à quelque distance, et alors la belle dame avait pris l'âme du mort et s'était envolée au ciel avec elle. Le réel est transformé et sublimé, la mort devient belle et douce, le texte fait entrer le surnaturel et le sacré dans le monde, et ici on privilégie l'émotion, le rêve et l'idéal, plutôt qu'une observation fidèle du réel. Monsieur et Madame d'Himbercourt, lui est maussade, elle est plutôt nonchalante, par moments. Ils ont tous deux un goût pour l'Orient, et cela se remarque dans leurs meubles, qui en sont inspirés. Elle adore Guy de Maliver pour son calme. Elle est d'ailleurs maligne et séductrice. Ils sont tous deux mariés. Jacques. Jacques, c'est le serviteur de Guy de Maliver. C'est une créature peu sentimentale, d'après le récit. Il est dit que le soupir doucement modulé, harmonieux, attendri, plus léger qu'un susurrement de brise dans des feuilles de tremble, était féminin indubitablement. On pouvait lui nier ce caractère. Il est honnête et généralement patient. C'est un croyant. Le baron de Ferroé. Le baron de Ferroé est suédois. Lui, il écouta en filant le bout de sa moustache d'or pâle avec une extrême attention, mais sans manifester la moindre surprise. Lui, il garda pendant un instant le silence et parut profondément réfléchir. Puis, comme si cette phrase résumait tout un enchaînement de pensées intérieures, il dit tout d'un coup à Guy: Monsieur de Maliver, est-ce que jamais une jeune fille est morte d'amour pour vous? Le baron est d'ailleurs un historien aguerri. Je cite: le billet du baron de Ferroé ne contenait que ces mots: César a-t-il franchi le Rubicon? Le baron de Ferroé mangeait, mais avec une sobriété swedenborgienne. C'est un bon gourmand. Grimalkin, c'est un cheval, et c'était un beau trotteur. Il était emporté par le trot rapide de Grimalkin. C'est ce qu'il en est dit, justement, lorsque Guy le chevauchait. Auquel une bise glaciale rendait agréable l'idée de retourner à l'écurie, dans sa boxe bien chaude et garnie d'une litière nattée, quoique, en bête de bonne race qu'il était, il n'eut pas besoin de ce motif pour soutenir une grande allure. Worf. Worf, lui, c'est le costumier. Lavinia. Elle s'appelle Lavinia Dofideni. Elle rentre en école à l'image de Spirit,
que nous évoquerons plus tard, mais elle reste réelle. Elle vient d'Argentine. D'Aversac. Lui, il porte un paletot. Néanmoins, il est parfois confus et souvent jaloux de Guy de Malivert. C'est ce qu'on apprend lorsqu'il a perdu environ une centaine de louis. Stavros. Eh ben, durant le Second Empire, Stavros, lui, reste toujours un personnage énigmatique. Il est très impulsif et se donne à l'alcool. Il a d'ailleurs une sœur. On se demande même s'il n'a pas été passé à tabac, dans ses lignes suivantes. Je cite: quelques jours après ses recherches, Stavros reparut à l'hôtel. Mais dans quel état? Grand Dieu! Hâve, maigre, défait, l'air effaré et fou, comme un spectre qui sort du tombeau, sans en avoir secoué la terre. Son costume riche et pittoresque, dont le tir et vanité qui produisait un si bon effet sur les voyageurs, y pris de couleur locale, lui avait été enlevé et était remplacé par des guenilles sordides, tout empreintes de la boue des bivouacs. Une peau de mouton graisseuse couvrait ses épaules, et nul n'aurait reconnu en lui le guide favori des touristes. Spirit. Spirit est évoqué à de maintes occasions et apparaît de façon quasi surnaturelle. Enfin, c'est le terme qu'il faut employer, justement, dans ce panorama romantique. Spirit est une apparition inconnue, angélique, figée et décrite. Il est dit, d'ailleurs, une pâleur rosée légèrement colorait cette tête, où les ombres et les lumières étaient à peine sensibles, et qui n'avait pas besoin, comme les figures terrestres, de ce contraste pour se modeler, n'étant pas soumise au jour qui nous éclaire. Ses cheveux, d'une teinte d'auréole, estompaient comme une fumée d'or le contour de son front. Dans ses yeux à demi baissés, nageaient des prunelles d'un bleu nocturne, d'une douceur infinie, et rappelant ces places du ciel, qu'au crépuscule envahissent les violettes du soir. Son nez fin et mince était d'une idéale délicatesse, un sourire à la Léonard de Vinci, avec plus de tendresse et moins d'ironie, faisait prendre aux lèvres des sinuosités adorables. Le col flexible, un peu ployé sur la tête, s'inclinait en avant et se perdait dans une demi-teinte argentée qui eût pu servir de lumière à une autre figure. C'était donc la forme sous laquelle désirait se montrer Spirit, car Guy de Malivert, ne sachant comment se désigner à lui-même l'apparition entrevue dans la glace, l'avait baptisé ainsi en attendant qu'il sût quelle désignation lui convenait mieux. C'est d'ailleurs une image qui se dissipe par la suite. Ensuite, nous avons le premier contact avec le personnage. On a ici un toucher fantastique. Une main diaphane, aux doigts effilés, aux ongles luisants comme de l'onyx, dont le dos laissait transparaître quelques veines d'azur semblables à ces reflets bleuâtres, irisant la pâte laiteuse de l'opale, et qu'éclairait une lumière qui n'était pas celle de la lampe. Pour la fraîcheur rosée du ton et l'idéale délicatesse de la forme, ce ne pouvait être que la main de Spirit. Le poignet mince, fin dégagé, plein de race, se perdait dans une vapeur de vague dentelle. Nous avons ici une forme mouvante qui se crée. On part ensuite dans le merveilleux. Il est dit: il faut d'abord que vous connaissiez l'être indéfinissable pour vous qui s'est glissé dans votre existence. Nous avons ici une tournure impersonnelle, digne des contes. Une voix s'immisce dans la trame du récit. J'étais gai, je me sentais en beauté. Spirit se met à parler. Elle commente même les scènes, et cela au lecteur, directement. Et puis enfin, elle exerce une emprise indéniable. Il est dit, à sa pensée, à celle de Malivert, s'était substituée celle de Spirit. Les réflexions deviennent obsessionnelles. À dater de ce jour, l'existence de Malivert se scinda en deux portions distinctes, l'une réelle, l'autre fantastique. Il y a quelque chose de plus. Spirit reparaissait, mais plus grande, plus majestueuse, entourée d'une lueur vive, de longues ailes battaient à ses épaules. Elle avait déjà, quoique visiblement elle voulût rester, quitté le plancher de la chambre. Les plis de sa robe flottaient dans le livre. Et dans le vide. Un souffle supérieur l'emportait. On entre dans le merveilleux à proprement dit. Nous avons presque ici l'image de la fée Clochette. Cela est beau, dit Spirit, dont Malivert entendait la voix résonner dans sa poitrine, car elle n'arrivait pas à son oreille comme les bruits ordinaires. Il y a ici un nom de parole. Il ne pouvait saisir entre ses bras le fantôme aérien de Spirit, mais ce fantôme représentait l'image de Lavinia, avec une illusion de beauté suffisante pour égarer l'amour et lui faire oublier que cette forme adorable,
aux yeux pleins de tendresse, à la bouche voluptueusement souriante, n'était après tout qu'une ombre et qu'un reflet. Il y a ici une volonté de montrer l'impossibilité matérielle, une manière d'illustrer la force et l'illusion amoureuse, et de créer un contraste entre fascination et vérité. Le romantisme dans tout cela. Eh bien, le romantisme est bel et bien présent, et cela sous plusieurs formes. Il est dit que nul ne revient du fond de cet abîme sans regarder sur le front une pâleur qui ne s'efface pas. L'œil charnel ne contemple pas impunément ce qui est arrivé à l'œil de l'âme. On parle ici de nostalgie. On met en parallèle, en opposition, l'héroïsme face au romantisme. Quoique Malivert fût brave et qu'il le prouvait en maintes occasions, il ne put s'empêcher de sentir le duvet se hérisser sur sa peau et le petit frisson dont parle Job lui parcourut la chair. Il ne pouvait se résoudre à se mettre au lit. Cependant, il se sentait fatigué. Ses émotions d'un genre si nouveau, ses premiers pas faits au dehors du monde réel, lui avaient causé cette lassitude nerveuse qui fait fuir le sommeil. Ensuite, en s'endormant, il craignait de manquer quelque manifestation de spirit. Si la passion de Guy pour Spirit semble bien soudaine, il faut songer que l'amour naît souvent d'un coup d'œil, et qu'une femme lorgnée de loin au théâtre, dans une loge, ne diffère pas beaucoup d'un reflet d'âme aperçu dans un miroir, et que bien des passions sérieuses n'ont pas eu d'autre début. Quoi de plus naturel au bal? Mais tout le monde m'a regardé, excepté le seul être dont je souhaitais l'attention. Décidément, mon pauvre amour n'a pas de chance. Je me couchai, et quelques larmes roulèrent de mes cils sur l'oreiller. L'effet romantique se perçoit également à travers les sensations. Et les vertus du thé. C'est la boisson par excellence des songeurs, et l'excitation qu'elle produit est tout intellectuelle. Plus loin, l'aspect maritime est évoqué. Dans sa fierté, la mer ne garde pas comme la terre les cicatrices du passage de l'homme. Elle est vague, immense et profonde comme l'infini. Aussi jamais Malivert ne se sentait plus joyeux, plus libre, plus en possession de lui-même que lorsque debout, à la proue d'un navire s'élevant, s'abaissant, il s'avançait dans l'inconnu. Mouillé par la lanière d'écume rejaillissant sous le pont, les cheveux imprégnés de la vapeur saline. Il lui semblait qu'il marchait sous les eaux, et, comme un cavalier s'identifiait avec la vitesse de sa monture, il s'attribuait la rapidité du vaisseau, et sa pensée bondissait au devant des vagues. Malivert mourant, dont le visage dont exprimait les angoisses de l'agonie, rayonnait au contraire d'une joie céleste, une figure d'une éclatante blancheur et d'une merveilleuse beauté qui devait être la Panagia, et qui posait sous la blessure du voyageur, comme pour lui ôter la souffrance, une main de lumière. Les bandits, effrayés de l'apparition, s'étaient enfuis à quelque distance, et alors la belle dame avait pris l'âme du mort et s'était envolée au ciel avec elle. Il y a également le romantisme, peut-être décrié, que l'on pourrait interpréter dans le roman. On parlerait d'ironie du sort, mais un romantisme qui est quand même peut-être aussi bien loin du romantisme évoqué par Guy de Malivert et de Spirit. Il s'agit peut-être de diplomates ou de gens rassemblés, bien habillés, qui justement se rencontrent, vêtus de leur manteau, de leur pelisse, de leur burnous, de leur écharpe, par rapport au bal, qui s'est justement orchestré. Le romantisme passe avant tout dans le regard, et dans les formes du visage, ainsi que par les couleurs. Dans ce romantisme, il y a également les aspects héroïques, où on parle justement du milieu du lac, où les célébrités du patin, en svelte costume, se livraient à leurs prouesses. Ils filaient comme l'éclair, changeaient brusquement de route, évitaient les chocs, s'arrêtaient soudain en faisant mordre le talon de la lame, décrivaient des courbes, des spirales, des huit, dessinaient des lettres comme ces cavaliers arabes qui, avec la pointe de l'éperon, écrivent à rebrousse-poil le nom d'Allah sur le flanc de leur monture. Et dans tout cela, il manque la couleur, l'évocation de l'orange, une couleur indéniable et bien plus que romantique, présente dans les tableaux romantiques français et bien d'autres.